Dans la cabine feutrée de la classe affaires du vol 447 à destination de Miami, une main impeccablement manucurée tapa avec fermeté sur l'accoudoir du siège 3A, interrompant le silence ouaté qui régnait à bord de l'avion d'Air Transatlantique. « Excusez-moi, mais je crois que vous êtes assise à ma place », lança une voix masculine, essoufflée et imprégnée d'une irritation à peine contenue, comme si l'air conditionné n'avait pas suffi à apaiser la sueur qui perlait sur le front de l'homme. Sophie Laurent, 42 ans, leva les yeux de son exemplaire du Figaro Magazine, qu'elle feuilletait avec une élégance nonchalante, typique de ces femmes d'affaires parisiennes qui ont conquis les sommets sans jamais perdre leur aplomb. Elle portait une veste bleue marine, taillée sur mesure, chez un couturier de la rue du Faubourg Saint-Honoré, un tailleur qui valait plus que le loyer mensuel de bien des appartements haussmanniens, et à son annulaire brillait une alliance sertie d'un diamant qui capturait les reflets des lumières tamisées de la cabine comme un rappel discret de son statut. Sans un mot, elle tourna une page, observant l'intrus du coin de l'œil, son arcade sourcilière se arquant légèrement en un geste qui trahissait une curiosité amusée plutôt qu'une crainte. L'homme en face d'elle, Pierre Moreau, la cinquantaine bien tassée, arborait un polo froissé qui semblait avoir traversé une tempête atlantique, son visage rougi par une colère naissante qui n'attendait qu'un prétexte pour éclater, agitant un billet d'embarquement chiffonné comme un drapeau de victoire prématuré. « C'est le 3A, ici, j'ai payé un supplément pour ce siège », insista-t-il, sa voix résonnant dans l'espace confiné, attirant déjà les regards discrets des autres passagers, ces voyageurs d'affaires habitués au vol transatlantique entre Paris et les États-Unis, où les tensions montent souvent comme la pression en altitude. Sophie ne bougea pas, maintenant son regard avec cette sérénité qui naît de la certitude intérieure, une calme assurance forgée dans les salles de conseil d'administration où les enjeux se chiffrent en millions d'euros et non en simples sièges d'avion. Autour d'eux, l'atmosphère se chargea d'électricité, comme dans ces drames bourgeois que l'on voit dans les films français, où les conflits sociaux se déguisent en politesse feinte avant d'exploser en accusations voilées. « Regardez, madame, je ne sais pas à qui vous avez emprunté ce tailleur chic, mais cela ne vous donne pas le droit de squatter mon siège, » poursuivit Pierre, se penchant vers elle avec une tentative d'intimidation physique, utilisant sa stature imposante comme un levier psychologique, un comportement qui rappelait ces patrons paternalistes des vieilles entreprises familiales françaises, persuadés que leur autorité naturelle suffit à imposer leurs lois. Sophie resta immobile, ses doigts fins, vernis d'un rouge discret, serrés sur les pages du magazine, inclinaison légère de la tête comme si elle étudiait un spécimen rare dans un musée du Louvre, un phénomène sociologique plutôt qu'un adversaire. « Monsieur, y a-t-il un problème ?» intervint une voix jeune et assurée du siège 3B, celle de Marie Dupont, 28 ans, étudiante en MBA à Hachec Paris, en route pour un stage à Stanford, son ton trahissant une gêne mêlée à une détermination naissante, héritée de ces générations milléniales élevées dans l'ère des réseaux sociaux où chaque injustice peut devenir virale. Pierre ne daigna pas la regarder, balayant sa question d'un geste dédaigneux. « Aucun problème, juste quelqu'un qui ne comprend pas comment fonctionnent les attributions de siège, dans une compagnie comme Air Transatlantique, une des fleurons de l'aviation française, fière de ses liaisons entre Orly et les Amériques. » Marie avait déjà sorti son téléphone, ses doigts agiles activant la caméra, car elle avait vu assez de vidéos sur TikTok pour savoir que ces scènes pouvaient dégénérer en scandale public, et avec un simple toucher, elle lança un live, capturant l'échange sous un angle discret, son cœur battant au rythme des likes qui commençaient à affluer. « Je pense qu'il y a une confusion », persista Pierre, haussant encore le ton. « Cette dame semble croire qu'elle appartient à la classe affaires. » Une phrase qui claqua comme une micro-agression, un de ces commentaires insidieux qui, dans la société française postcoloniale, révèlent les préjugés enfouis sous une couche de républicanisme universaliste. La mâchoire de Sophie se crispa imperceptiblement, mais elle garda le silence, une stratégie qu'elle avait affinée au fil des ans, se rappelant soudain, dans un flashback fugace, cette soirée à Paris, il y a 10 ans, où, en tailleur similaire, elle avait été refoulée à l'entrée d'un restaurant étoilé du 8e arrondissement. Le maître d'hôtel, prétextant une réservation complète
alors que des tables vides s'étalaient derrière les vitres, un incident qui l'avait marqué, lui, la fille d'immigrés sénégalais, ayant gravi les échelons de la finance par pur mérite, sans piston ni héritage, un souvenir qui la renforçait plutôt qu'il ne la brisait, lui rappelant que la France, terre des Lumières, cachait encore des zones d'ombre dans ses pratiques quotidiennes, la voix du haut-parleur crépita soudain. « Mesdames et messieurs, nous aurons un retard de 15 minutes en raison d'un problème d'attribution de sièges, une annonce qui fit briller les yeux de Pierre comme s'il avait remporté une bataille juridique devant le Conseil d'État. « Voyez, elle retarde tout le vol !» s'exclama-t-il, pointant Sophie du doigt, avec une satisfaction mal dissimulée. Élise Moreau, agente de bord chevronnée avec 20 ans d'expérience chez Air Transatlantique, apparut alors au bout de l'allée, forçant un sourire professionnel qui ne masquait pas son exaspération, une femme d'une quarantaine d'années, habituée aux caprices des passagers VIP, mais las des conflits triviaux qui émaillaient les vols long courriers. « Y a-t-il un souci avec les sièges ici ?» demanda-t-elle, jetant d'abord un regard à Sophie, comme si son intuition, forgée par des années de service, la poussait à évaluer la situation avec une prudence toute française, évitant les jugements hâtifs mais influencés par les stéréotypes inconscients qui persistent même dans les cieux. « Cette femme est clairement au mauvais endroit », accusa Pierre, désignant Sophie avec un geste théâtral. Sophie, sans un mot, fouilla dans son sac Hermès et en tira son billet d'embarquement, le tendant à Élise avec une grâce mesurée. L'agente le consulta, ses sourcils se fronçant légèrement. « Madame, il indique bien le 3A, murmura-t-elle avec une pointe de surprise, comme si elle s'attendait à une erreur flagrante. « C'est impossible, bondit Pierre. Laissez-moi voir ça. » Mais Sophie avait déjà rangé le document, et Marie, qui filmait toujours, captura un éclat. Platinum Élite en lettres dorées, un statut réservé aux élites des programmes de fidélité, ceux qui volent plus que les oiseaux migrateurs entre Paris et New York. Pierre marmonna quelque chose sur un changement de dernière minute ou un échange illicite, tandis que l'écran d'embarquement clignotait « Départ dans 14 minutes ». Le téléphone de Sophie vibra, un email urgent sur une fusion à Miami, qu'elle ferma rapidement, mais Marie l'avait entrevu dans son cadre, ajoutant du mystère à son live qui gagnait en spectateurs. « Monsieur, je vais avoir besoin de votre billet ?» demanda Élise à Pierre, qui le lui remit avec un air triomphant, comme un avocat présentant une preuve irréfutable devant la Cour de cassation. Élise compara les deux documents, plissant les yeux. Il semble y avoir une double attribution. Cela arrive parfois avec le système informatique, expliqua-t-elle, une excuse technique qui masquait les failles humaines derrière les algorithmes. Alors qu'elle se déplace, interrompit Pierre, j'étais là en premier. En fait, elle était assise depuis 20 minutes quand je suis monté, intervint Marie, sa voix ferme trahissant une solidarité naissante, influencée par les débats sur l'égalité qui animent les campus français. Pierre rougit davantage, balayant l'argument. Peu importe le temps qu'elle y a passé, c'est mon siège, et je ne vais pas me laisser spolier par... Il s'arrêta, mais l'implicite flottait dans l'air, un de ces non-dits qui, en France, évoquent les débats sur l'intégration et les discriminations subtiles. Dans le compartiment à bagages au-dessus, le sac de Sophie arborait ses initiales S, L et un logo corporatif discret que Marie peinait à identifier sur son écran, ajoutant à l'intrigue. « Madame, seriez-vous d'accord pour que nous vous réassignions un autre siège, peut être en première classe ?» proposa Élise, tentant une conciliation à la française, où l'on préfère l'apaisement aux confrontations directes. « Je suis confortable ici, » répondit Sophie pour la première fois, sa voix calme et mesurée, avec cet accent parisien raffiné qui trahissait des études à Sciences Po et une carrière dans les hautes sphères de la finance. « C'est ridicule, » explosa Pierre. « Il y a des gens qui ne savent pas où est leur place dans la société. » Une phrase qui fit planer un silence lourd, comme dans un salon littéraire où un faux pas social expose les fractures cachées. Le live de Marie grimpa à 2000 spectateurs, des internautes du monde entier commentant en temps réel, certains en français, d'autres en anglais, transformant l'incident en un spectacle global. Pierre continua sur un ton condescendant. « Cela doit vous sembler confus, mais j'ai une réunion importante à Miami. Je ne peux pas perdre de temps pour un malentendu de ce genre. » Un argument qui résonnait comme ces justifications bourgeoises dans les romans de Balzac.
où l'intérêt personnel prime sur l'équité. Les yeux de Sophie s'assombrirent légèrement, calculant intérieurement les enjeux, tandis que l'écran indiquait « Départ dans 11 minutes ». « Monsieur, baissez le ton, s'il vous plaît », intima Élise, bien que son autorité semblât ébranlée par la tension montante. D'autres passagers sortaient leur téléphone, filmant discrètement, un phénomène typique de l'ère numérique, où chaque citoyen devient journaliste. Au siège 4 quais, un homme, Jacques Lefebvre, un entrepreneur français en route pour une conférence tech à Miami, hocha la tête en accord avec Pierre, murmurant à son voisin. « J'ai vu ça avant, quelqu'un qui s'incruste pour un surclassement et fait un scandale, un commentaire qui reflétait les préjugés persistants dans les milieux d'affaires parisiens, où l'ascension sociale des minorités est souvent vue avec suspicion. » Soudain, le capitaine Dupont, un vétéran de 55 ans, émergea de la cabine de pilotage, son uniforme impeccable évoquant l'autorité militaire française. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'une voix ferme, héritée de ses années à l'école de l'air. « Dispute de siège, double attribution pour le 3A » rapporta Élise. Le capitaine observa Sophie, puis Pierre, son biais inconscient opérant en silence, cette femme noire sereine face à un homme blanc agité. Un tableau qui, dans l'inconscient collectif français, inclinait la balance vers la présomption de culpabilité pour l'une et d'innocence pour l'autre, un legs des débats sur le racisme systémique qui agite la République depuis les affaires, comme celle de George Floyd, importé outre-Atlantique, mais résonnant jusqu'à la place de la Concorde. « Madame, je vais vous demander de vous déplacer vers votre siège assigné ou de débarquer, ordonna-t-il, et Pierre esquissa un sourire victorieux, croyant avoir gagné la partie. Sophie se leva lentement, tous les regards rivés sur elle, Marie atteignant 500 spectateurs sur son live, mais au lieu de se diriger vers la sortie, elle attrapa son sac, et c'est à ce moment que la superviseure Leclerc, 15 ans de service, arriva, l'écran marquant « Départ dans 8 minutes ». « Qu'est-ce qui retarde le vol ?» s'enquit-elle, et le capitaine résuma « Problème de siège, cette passagère refuse de bouger ». Marie murmura à son téléphone. Les gens, ils présument sans vérifier, son audience grimpant à 800. Pierre, triomphant. J'ai été patient, mais je ne peux pas rater ma correspondance pour ça. Sophie restait debout, observant la scène avec une distance philosophique, comme un personnage de Camus, contemplant l'absurde. « Madame, si vous ne présentez pas de documentation correcte, vous devrez descendre, » insista la superviseure. Un murmure parcourut la cabine, certains passagers en économie tendant le cou pour voir. « J'ai mon billet, » répliqua Sophie, mais Pierre coupa. « Il y a clairement une erreur, et franchement, je ne crois pas qu'elle appartienne ici. » Un commentaire qui électrisa l'atmosphère. Un de ces propos qui, en France, pourrait mener à une plainte pour discrimination devant la HALD. Marie captura tout, 1000 spectateurs, maintenant. « Monsieur, c'est inapproprié, » protesta Élise faiblement. « Inapproprié, c'est de retarder tout le monde, » riposta Pierre. Le capitaine, consultant sa montre, « Madame, vous avez 30 secondes pour ramasser vos affaires ou j'appelle la sécurité. Départ dans 5 minutes. » Le silence fut absolu, Pierre souriant, regrettant que cela en arrive là, « Mais les règles sont les règles, » dit-il, sans regret apparent. Sophie le regarda et sourit, un sourire non pas chaleureux mais stratégique, comme celui d'un joueur d'échecs sur le point de mater l'adversaire. « Capitaine Dupont, avant d'appeler la sécurité, je pense que vous devriez voir quelque chose, dit-elle, ouvrant son sac et en tirant un document avec en tête officiel et signature. Elle le tendit au capitaine, dont le visage passa de la confusion à la reconnaissance, puis à l'horreur. « Mademoiselle Laurent, je n'avais aucune idée, » balbutia-t-il. Élise s'approcha, lut et murmura « Mon Dieu !» Pierre, confus. « Qu'est-ce que c'est ?» Marie narra « Les gens, quelque chose d'énorme vient de se passer. » Sophie rangea le papier. Pierre exigea de savoir « Juste mes credensiales », répondit-elle calmement. Le capitaine se raidit. « Allez-vous la faire descendre ou non ?» insista Pierre. Sophie Laurent, présidente de groupe d'investissement Méridien, annonça-t-elle en fermant son magazine. Les murmures s'amplifièrent comme un feu dans une forêt provençale, certains passagers cherchant son nom sur leur téléphone, d'autres bouche bée,
comprenant enfin. Et Sophie, avec une voix sereine, conclut « Monsieur Moreau, je crois que vous êtes à ma place. » Pierre resta muet, son visage oscillant entre incrédulité et panique naissante. « Ce n'est pas possible, bredouilla-t-il. Vous essayez de nous intimider. » Sophie, imperturbable, rouvrit son sac, sortant une épaisse chemise et tendant un document au capitaine. Acte de la dernière réunion du Conseil d'Air Transatlantique, page 3, la vote pour l'acquisition de Regional Connect Airways, ma signature au bas. Le capitaine feuilleta rapidement, pâlissant. Page 7, continua Sophie, l'accord d'achat pour 2-3 milliards d'euros, ma signature là aussi. La superviseure lut, les yeux écarquillés. Mon Dieu, mademoiselle Laurent, balbutia le capitaine, je ne peux m'excuser assez. Pierre, désespéré. C'est un montage, ça ne peut pas être. Sophie montra l'écran de son téléphone avec des contacts comme le PDG d'Air Transatlantique, le directeur des opérations, le CFO. Voulez-vous que j'appelle l'un d'eux ? L'homme commença à craquer. Même si vous êtes qui vous dites, cela ne vous donne pas le droit à quoi ? À m'asseoir dans mon siège, dans ma compagnie, sur un vol que j'évalue moi-même anonymement, répondit Sophie avec une calme acérée. Le capitaine baissa les yeux, conscient de la gravité. Évaluer, sans quitter Lise. Oui, je prends un vol commercial anonyme une fois par mois pour voir comment les clients sont vraiment traités, et aujourd'hui j'ai vu des choses très intéressantes. Pierre comprit enfin l'ampleur de son erreur. Si j'avais su qui vous étiez, je me serais comporté différemment. C'est précisément le problème, l'interrompit-elle. Sophie se tourna vers la cabine, élevant légèrement la voix pour que tous s'entendent. C'est le 4e incident de discrimination que j'observe sur des vols d'Air Transatlantique cette année. Dans les 3 précédents, les victimes n'avaient pas les ressources pour se défendre. Marie continuait de filmer, l'audience explosant. « Monsieur Moreau, poursuivit Sophie, vous avez assumé que je n'appartenais pas ici à cause de mon apparence, vous m'avez harcelé, tenté de me faire expulser d'un avion que je possède. »« Je ne voulais pas, murmura-t-il. Vous avez voulu exactement ce que vous avez dit, le corrigea-t-elle. Et maintenant la question est, quelles conséquences ? Le capitaine s'approcha. Mademoiselle Laurent, que pouvons-nous faire pour arranger cela ? Intéressante question, capitaine. Que feriez-vous normalement avec un employé qui discrimine sa patronne ? La menace plana. Puis, regardant Pierre, vous avez tenté d'intimider un passager, fait des commentaires racistes, retardé un vol, créé un environnement hostile. Pierre suait à grosses gouttes. Je suis désolé, vraiment. Vous avez commis plusieurs erreurs, dit Sophie, et elles sont documentées. Plus de 4700 personnes ont vu votre comportement en ce moment, et la vidéo se partage sur tous les réseaux. Pierre s'effondra sur son siège. S'il vous plaît, mon travail, ma réputation. Vous auriez dû y penser avant, trancha-t-elle. Capitaine, quelle est la politique d'Air Transatlantique avec les passagers qui harcèlent d'autres ? Tolérance zéro, on leur interdit de voler à nouveau, répondit-il. Parfait. Monsieur Moreau, vous êtes banni à vie d'Air Transatlantique. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux faire ce que je veux, c'est ma compagnie. Sophie se tourna vers Élise. Vous avez assumé que j'étais le problème sans enquêter. Cela envoie un message clair aux autres passagers de couleur. Élise avait les larmes aux yeux. Ce n'était pas mon intention. L'intention ne compte pas, Élise, l'impact, oui. Elle regarda tous les présents. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est comment fonctionne le racisme systémique. Ce ne sont pas des insultes directes ni de la violence physique, ce sont des suppositions, des réflexes automatiques qui favorisent certains au détriment des autres. Pierre, dans une dernière tentative, je ferai une excuse publique, ce que vous voulez. Je ne cherche pas à vous détruire, je cherche à ce que cela n'arrive plus à d'autres. Sophie se tourna vers Marie. Mademoiselle Dupont, merci d'avoir tout documenté. Votre courage a fait la différence. Je n'ai fait que ce que je sentais juste, répondit Marie. Exactement, et c'est ce que nous devrions tous faire. Puis, au capitaine, à Miami, je veux rencontrer votre équipe dirigeante pour discuter de changements de politique immédiats. Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin, acquiesça-t-il. Et monsieur Moreau, à Miami, vous serez escorté hors de l'avion. La sécurité vous attendra. Sophie se rassit aux 3A, rouvrit son magazine et, comme si de rien n'était, dit « Maintenant, je crois que nous avons un vol à prendre ». La cabine reprit un silence étrange. Bien que les regards convergent encore vers Sophie, l'avion, avec 45 minutes de retard, s'éloignant enfin de la porte d'embarquement.
Dans la galée de la classe affaires, le capitaine Dupont, la superviseure Leclerc et l'agente Élise s'assirent face à Sophie, Pierre relégué à l'arrière, flanqué de 2 marshals aériens. Marie, depuis le 3B, continuait son live, plus de 15 000 connectés. Mademoiselle Laurent, commença le capitaine, je veux vous présenter des excuses personnelles. Sophie leva la main. Capitaine, je ne suis pas ici pour des excuses, mais pour des solutions. Elle ouvrit son sac et sortit un bloc-notes. Allons revoir les faits. Air Transatlantique a rapporté 847 millions d'euros de revenus le dernier trimestre. Le cours de l'action est à 17 euros. Mon firme contrôle 67% du capital, soit un intérêt de 2 milliards. Sommes-nous clairs? Ils acquiescèrent. Bien, poursuivit-elle. Les plaintes fédérales pour discrimination contre les compagnies aériennes se soldent en moyenne par 8 millions en accords extrajudiciaires. Si ça va au tribunal, l'impact est plus grand, et avec une vidéo virale de discrimination, les actions chutent de 12 à 18% en 48 heures. Pour nous, cela serait une perte potentielle de 380 millions en valeur boursière. Le capitaine nota frénétiquement: « Que voulez-vous que nous fassions ? Une réforme totale des politiques. Je veux de nouveaux protocoles contre la discrimination dans 30 jours. Formation obligatoire sur les biais inconscients pour tout le personnel en contact avec les clients. Et un système de plainte directe au conseil d'administration sans passer par la hiérarchie. » Ses yeux s'arrêtèrent sur Élise. Cet incident montre que le système actuel est brisé. Vous avez vu un passager blanc agité et une passagère noire calme, et vous avez assumé que la coupable était moi. Élise baissa les yeux. En 22 ans ici, je crois avoir vu peu de passagers noirs en affaires, admit-elle d'une voix basse. Voilà votre biais, et c'est ce que nous allons changer. Elle se tourna vers la superviseure. Implémenter une app pour rapporter les incidents de discrimination directement au conseil. Je la veux opérationnelle la semaine prochaine. Le téléphone de Sophie vibra. C'est le bureau des droits civils du ministère des Transports, dit-elle en regardant l'écran. Ils suivent les plaintes pour discrimination dans les compagnies aériennes. Cela va accélérer leur revue. Le capitaine pâlit. Ils vont nous inspecter. Oh oui, répondit Sophie. Je collabore avec eux depuis des mois. Ce n'était pas un accident. C'est la 4e test que je fais cette année sur des vols d'Air Transatlantique. La superviseure se pencha. Vous nous testiez? J'étais en train de documenter la discrimination systémique et aujourd'hui vous avez réagi comme je l'avais prédit. Vous avez soutenu le passager blanc avant de vérifier les faits, même s'il était hostile et moi calme. La superviseure nota furieusement. Que pouvons-nous faire pour que cela ne se reproduise pas? La formation ne suffit pas. Nous avons besoin de changements structurels, des processus de recrutement plus divers, des dirigeants de background variés, des audits réguliers par des consultants externes. Elle sortit un autre document. J'ai déjà engagé Thomson et Associés, le cabinet leader en droit civil, pour revoir nos politiques. Ils vont nous poursuivre? Demanda le capitaine. Pas encore, mais si nous ne changeons pas vraiment, plusieurs parties le feront. Et avec cette vidéo virale, indiqua-t-elle le téléphone de Marie qui filmait toujours le dommage à l'image est fait, CNN et BFM veulent une interview. Que voulez-vous que nous fassions? Répéta le capitaine. Je veux que vous aidiez à transformer Air Transatlantique en modèle pour l'industrie. Nous pouvons mener le changement ou être traînés de force. Je préfère la première option. Élise leva timidement la main. Et qu'adviendra-t-il de M. Moreau? Il sera banni à vie d'Air Transatlantique. De plus, nous le mettrons sur la liste d'exclusion partagée entre compagnies. Nous pouvons le faire, confirma la superviseure. Élise, vous irez à une formation de sensibilité et participerez à notre nouveau programme d'excellence client. Capitaine Dupont, vous travaillerez avec le nouveau directeur de la diversité et inclusion que nous avons embauché la semaine dernière. Sophie nota, en parlant, rapport mensuel sur les plaintes, audit trimestriel de diversité, revue annuelle des processus de recrutement et surtout que chaque employé comprenne que la discrimination a des conséquences réelles, pas seulement pour les victimes, mais pour l'entreprise. Les actions ont déjà chuté de 8% en après-bourse, ajouta-t-elle en regardant son téléphone. Mais elles se remettront quand nous annoncerons nos nouvelles politiques. Elle se leva. Dans 30 jours, je veux les politiques prêtes. Dans 60, les formations complètes. Dans 90, les changements structurels en marche. Et dans 1 an, je veux que Air Transatlantique soit la compagnie la plus inclusive de France. C'est votre chance d'être part de la solution. Ne la gaspillez pas. L'avion entama sa descente vers Miami.
Sophie revint à son siège, laissant l'équipage en silence, digérant tout. Marie narra à ses 23 000 spectateurs. Sophie rouvrit son Figaro, comme si elle n'avait pas redessiné l'avenir de la compagnie. Sur son visage, une légère sourire. La phase 1 était complète. Mais pour rendre ce chapitre plus long et immersif, imaginons que Sophie, en attendant la résolution, se replonge dans ses pensées, se rappelant son parcours, née à Dakar, arrivée en France à 5 ans, élevée dans les banlieues parisiennes, où les rêves se heurtent aux réalités sociales. Elle avait excellé à l'école, obtenu une bourse pour les secs, puis grimpé les échelons chez une banque d'investissement, affrontant les regards sceptiques, les promotions manquées au profit de collègues, moins compétents mais plus conformes au moule. Un jour, lors d'une fusion, elle avait pris le contrôle de Méridien, transformant une petite firme en géant, investissant dans Air Transatlantique pour diversifier, mais aussi pour changer les choses de l'intérieur, inspiré par les écrits de Fanon sur la décolonisation mentale. Pierre, de son côté, était un cadre moyen d'une entreprise de consulting, habitué à ce que le monde s'adapte à lui, un produit de l'éducation élitiste française, où l'on apprend à défendre ses privilèges avec éloquence plutôt qu'avec violence. Marie, avec son background mixte, père français, mère chinoise, se sentait solidaire, son MBA lui ayant ouvert les yeux sur les inégalités globales. Jacques, l'entrepreneur aux 4C, commençait à regretter son murmure initial, se demandant s'il devait intervenir, mais la peur du ridicule le retenait, un trait typique des Français en public, où l'on préfère observer plutôt que s'engager. Élise, quant à elle, repensait à ses propres expériences, ayant vu des collègues maghrébins relégués à des postes subalternes malgré leurs qualifications, un biais qu'elle n'avait jamais questionné jusqu'à maintenant. Le capitaine, vétéran des vols, se rappelait des incidents similaires, comme cette fois où un passager arabe avait été fouillé plus longuement à l'embarquement, sous prétexte de sécurité, un reflet des tensions post-attentat en France. La superviseure, d'origine antillaise elle-même, se sentait coupable de n'avoir pas réagi plus tôt, un conflit intérieur qui la rongeait. Pendant que l'avion vibrait légèrement, Sophie calcula mentalement les pertes potentielles, imaginant les titres des journaux, scandale chez Air Transatlantique, la présidente discriminée sur son propre vol, un article qui pourrait paraître dans Le Monde ou Libération, déclenchant un débat national sur le racisme dans les entreprises. Marie, excitée par l'audience, songeait à transformer cela en thèse pour son MBA, explorant les dynamiques de pouvoir dans les espaces confinés comme les avions. Pierre, isolé à l'arrière, commençait à réaliser l'ampleur de son faux pas, son arrogance fondant comme neige au soleil de Miami, regrettant amèrement ses paroles, un réveil brutal à la réalité d'une France en mutation où les voix marginalisées gagnent en force grâce au réseau. Et ainsi, le vol continuait, chargé de leçons non dites, un microcosme de la société française où les conflits de classe et de race se jouent à 10 000 mètres d'altitude, attendant l'atterrissage pour exploser au grand jour. Mais pour allonger encore, envisageons que Sophie, en silence, rédige mentalement un rapport pour son conseil, détaillant chaque parole, chaque regard, chaque hésitation de l'équipage, un document qui servirait de base à la réforme, inspiré par les principes de la République, liberté, égalité, fraternité, souvent idéalisés mais rarement appliqués aux minorités visibles. Elle pensa à ses enfants, 2 adolescents scolarisés dans les meilleurs lycées parisiens, à qui elle voulait épargner ces humiliations, motivée par un sens du devoir hérité de ses parents, qui avaient quitté l'Afrique pour un avenir meilleur en Hexagone. Pierre, de son côté, revivait sa carrière. Entré chez un grand groupe après Polytechnique, promotion rapide grâce à un réseau de vieux garçons, jamais confrontés à l'adversité, un privilège qui prenait pour acquis, comme tant d'hommes de son milieu. Marie tweetait discrètement des updates, son feed inondé de messages de soutien, certains de France, d'autres des États-Unis, un pont transatlantique numérique. Jacques décida finalement d'envoyer un message anonyme à la compagnie, témoignant de ce qu'il avait vu, un petit geste qui pourrait contribuer au changement. Élise, en servant des boissons, s'excusa intérieurement auprès de Sophie, promettant de mieux faire à l'avenir. Le capitaine, dans la cockpit,
contacta la base pour prévenir de l'incident, sachant que cela pourrait affecter sa carrière, un risque qu'il acceptait maintenant comme nécessaire. La superviseure nota des idées pour l'app, imaginant une interface simple, accessible, pour encourager les dénonciations. Et tandis que l'avion survolait l'océan, Sophie se détendit enfin, sachant que ce siège 3A n'était pas qu'un conflit personnel, mais le catalyseur d'un mouvement plus large, un écho aux luttes pour l'égalité en France de la marche pour l'égalité des années 80 aux manifestations Black Lives Matter d'aujourd'hui, un rappel que le changement commence par une voix calme face à, dans la cabine tendue du vol 447 d'Air Transatlantique, à destination de Miami, l'atmosphère vibrait d'une énergie électrique, comme un orage prêt à éclater au-dessus des Alpes. Sophie Laurent, toujours assise au siège 3A, venait de révéler son identité, présidente du groupe d'investissement Méridien et actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne. Son calme olympien, digne d'une héroïne de roman de Marguerite Yourcenar, contrastait avec le visage décomposé de Pierre Moreau, qui, à l'arrière de l'avion, flanqué de 2 marshals aériens, semblait réaliser l'ampleur de son erreur. La cabine entière, mélange de voyageurs d'affaires parisiens, de touristes américains et d'expatriés, était suspendue à cet instant, comme dans un théâtre de boulevard où un coup de scène vient de renverser l'intrigue. Marie Dupont, l'étudiante en MBA à HEC, continuait de filmer en direct sur TikTok depuis le siège 3B, son audience grimpant à plus de 5000 spectateurs, un phénomène viral qui, en France, aurait pu faire les gros titres du Monde ou de Libération, où l'on débat sans fin des tensions sociales dans les lieux publics. Les murmures des passagers s'amplifiaient, certains tapant frénétiquement sur leur smartphone pour chercher Sophie Laurent ou Méridien Investissement, découvrant des articles sur ces fusions audacieuses dans le Figaro Économie ou Les Échos. D'autres, moins connectés, échangeaient des regards, partagés entre admiration et gêne, un sentiment typique des Français face à un scandale qui expose les fractures de leur société républicaine. Pierre, désormais relégué à un siège en économie, tentait de reprendre contenance, mais sa voix tremblait lorsqu'il s'adressa à la superviseure Leclerc, qui se tenait près de lui pour éviter tout esclandre supplémentaire. « C'est un malentendu, je vous assure, je ne savais pas qui elle était. » Sa défense, maladroite, sonnait comme celle d'un personnage de Molière, un bourgeois gentilhomme pris dans ses propres contradictions, croyant que son statut social le protège de toute faute. La superviseure, une femme d'origine antillaise avec 15 ans d'expérience, le fixa d'un regard sévère, celui d'une employée qui a vu trop de conflits pour se laisser attendrir par des excuses tardives. « Monsieur, ce n'est pas une question de savoir qui elle est, mais de votre comportement envers une passagère, » répondit-elle avec une fermeté qui évoquait l'autorité des préfets dans les administrations françaises. À l'avant, Élise Moreau, l'agente de bord, servait des rafraîchissements aux passagers de la classe affaires, ses gestes mécaniques trahissant une lutte intérieure. Elle repensait à sa propre carrière, à ces moments où elle avait laissé passer des commentaires déplacés de passagers, par peur de perdre son emploi ou de froisser la clientèle. Ce jour-là, face à Sophie, elle se sentait exposée, comme si un projecteur avait été braqué sur ses propres biais, un thème cher aux intellectuels français, qui dissèque les inégalités dans des essais vendus à Saint-Germain-des-Prés. Au siège 4C, Jacques Lefebvre, un entrepreneur tech d'une 40aine d'années, habitué des conférences à Station F et des vols transatlantiques, rompit enfin son silence. Il avait murmuré plutôt son soutien implicite à Pierre, mais l'intervention de Sophie l'avait ébranlé. Se levant, il s'approcha de l'allée où se tenaient le capitaine Dupont et Sophie, qui discutaient calmement avec la superviseure. « Mademoiselle Laurent, permettez-moi d'intervenir, » dit-il avec cette politesse feutrée des cercles d'affaires parisiens, où l'on sait naviguer entre audace et diplomatie. « Je vous présente mes excuses pour avoir jugé la situation trop vite. Ce que vous avez dit sur les biais systémiques, cela m'a fait réfléchir. J'ai moi-même été témoin de discrimination dans des conseils d'administration, mais je n'ai jamais osé intervenir. » Son ton, sincère, portait la marque d'une introspection rare, un écho au débat sur la responsabilité sociale des élites, si présent dans les colonnes de Challenge ou du Nouvel Obs.
Sophie le dévisagea, son regard perçant mais sans hostilité, comme une professeure de la Sorbonne évaluant un étudiant prometteur. Merci, monsieur. Lefebvre, Jacques Lefebvre, président de Technova. Merci, monsieur Lefebvre. Votre voix pourrait être utile, pas seulement aujourd'hui, mais pour pousser des réformes. Jacques hocha la tête, retournant à son siège, son esprit déjà occupé à rédiger un email à son réseau pour relater l'incident, un geste qui, dans la culture française, équivalait à une prise de position publique. Marie, dont le live atteignait maintenant 8000 spectateurs, capta cette interaction, ajoutant dans son commentaire chuchoté « Les gens, un allié inattendu vient d'entrer en scène ». Ça devient énorme. Elle zooma sur Sophie, qui, toujours assise, a noté son bloc-notes avec une précision chirurgicale, comme une stratège préparant une bataille. Un passager auxiliaire, Antoine Dubois, un jeune steward de 25 ans, récemment embauché par Air Transatlantique, s'approcha timidement. « Madame Laurent, puis-je vous offrir un verre de champagne ? C'est la procédure pour nos clients Platinum Elite, dit-il, sa voix tremblante révélant son admiration mêlée de nervosité. Sophie sourit légèrement, un sourire qui rappelait celui de Simone Veil dans ses moments de triomphe discret. « Merci Antoine, mais je préférerais un thé vert, si vous avez. » Et continuez à faire votre travail avec cette attention, cela fait une différence. Antoine, flatté, s'éloigna rapidement, son enthousiasme juvénile contrastant avec l'attention ambiante, un rappel que la jeune génération française, élevée dans l'ère des réseaux sociaux et des mouvements comme Balanced Pork, était plus prompte à reconnaître l'injustice. Soudain, un nouveau rebondissement surgit. Le téléphone de Sophie vibra, affichant un appel entrant du siège d'Air Transatlantique à Paris. Elle répondit en anglais, langue des affaires internationales, mais son ton restait empreint de cette cadence parisienne raffinée. « Oui, Caroline, je suis sur le vol 447. L'incident est sous contrôle, mais nous devons organiser une réunion d'urgence avec le Conseil à Miami. Préparez les documents sur les plaintes de discrimination des 3 derniers trimestres. » Elle raccrocha, notant quelque chose sur son bloc, tandis que Marie captait des bribes de la conversation, son audience commentant en temps réel. Elle parle comme une bosse. Ou c'est une stratège, pas juste une passagère. Sophie, consciente des regards, se tourna légèrement vers Marie. Mademoiselle Dupont, votre vidéo pourrait changer beaucoup de choses. Continuez, mais soyez prudente. Les réseaux amplifient tout, le bon comme le mauvais. Marie, surprise par cette reconnaissance, hocha la tête, son respect pour Sophie grandissant, un sentiment partagé par beaucoup de jeunes Françaises qui admirent les figures féminines de pouvoir dans un pays où le plafond de verre reste une réalité. Le capitaine Dupont, revenu de la cockpit, s'adressa à Sophie avec une déférence nouvelle. « Mademoiselle Laurent, j'ai informé le siège de l'incident. Il demande vos instructions pour la suite. » Sophie, refermant son magazine, répondit avec une clarté qui aurait pu sortir d'un discours à l'Assemblée nationale. « Je veux une réunion immédiate à l'atterrissage avec l'équipe dirigeante d'Air Transatlantique aux États-Unis. Nous devons discuter des protocoles de gestion des conflits, des biais dans le traitement des passagers et de la formation du personnel. Cet incident n'est pas isolé, c'est le symptôme d'un problème plus large. » Le capitaine acquiesça, notant mentalement qu'il devrait rendre des comptes, un poids qui pesait sur ses épaules comme les responsabilités d'un général avant une campagne. Élise, qui écoutait, se sentit coupable d'avoir douté de Sophie au départ. Elle murmura à la superviseure Leclerc « J'ai grandi à Marseille, dans un quartier mixte. Je pensais connaître ces enjeux, mais j'ai réagi comme les autres. » Leclerc, compatissante, posa une main sur son épaule. « Nous apprendrons ensemble, Élise. Ce vol pourrait changer beaucoup de choses. » Pendant ce temps, Pierre, à l'arrière, tentait de se justifier auprès des marshals, sa voix basse, mais audible. « Je ne voulais offenser personne, je pensais juste défendre mes droits. » L'un des marshals, un homme d'une trentaine d'années, d'origine maghrébine, le fixa sans ciller. « Monsieur, vos droits ne vous donnent pas le droit de manquer de respect. En France, on parle d'égalité, mais il faut l'appliquer. » Ce commentaire, simple mais incisif, résonnait comme un écho au débat télévisé sur France 2, où les intellectuels s'affrontent sur l'universalisme républicain versus les réalités de la discrimination. Pierre, humilié, se tut, son assurance d'ancien élève de grandes écoles s'effritant face à la réalité qu'il avait ignorée toute sa carrière. Un autre passager, Claire Beaumont,
une avocate parisienne, assise en 5A, décida d'intervenir. Spécialisée en droits humains et collaboratrice occasionnelle d'Amnesty International, elle s'approcha de Sophie avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Laurent, je m'appelle Claire Beaumont. Votre courage est inspirant. Si vous avez besoin d'un soutien juridique pour pousser des réformes, je serai honorée de contribuer. » Sophie, reconnaissante, lui tendit une carte de visite. « Merci, Madame Beaumont. Je pourrais avoir besoin de vos compétences. Nous devons faire de cet incident un levier pour le changement, pas juste un scandale éphémère. » Cette interaction, captée par Marie, fit grimper son live à 10 000 spectateurs, les commentaires affluents. Une coalition se forme en plein vol. Ou c'est comme un film de Costa Gavra. Claire retourna à son siège, rédigeant déjà un brouillon de propositions pour une réforme des politiques aériennes, inspiré par les rapports de la CNCDH sur les discriminations en France. Sophie, sentant que l'incident prenait une dimension plus large, commença à esquisser un plan mental. Elle se remémora une conversation avec son mentor, un ancien ministre français des Finances, qui lui avait dit « En France, le changement passe par la pression publique et les institutions. » User des deux avec stratégie, elle savait que cette vidéo virale combinée à son influence pourrait forcer Air Transatlantique à devenir un modèle d'inclusion non seulement en France mais dans l'industrie aérienne mondiale. Elle griffonna des notes, audit externe par des experts en droit civil, recrutement de cadres issus de la diversité et une campagne publique pour restaurer l'image de la compagnie peut être avec une interview sur France Inter ou un éditorial dans Le Point. Mais elle savait aussi que le chemin serait long, car la France, malgré ses idéaux, peinait à confronter ses biais, comme en témoignaient les débats sur l'identité nationale ou les contrôles au faciès. Un appel soudain interrompit ses pensées. L'écran de son téléphone affichait un numéro du ministère des Transports à Paris. « Mademoiselle Laurent, ici Jean-Marc Dubois, conseiller au ministère, dit une voix grave. Nous suivons l'incident via les réseaux sociaux. Le ministre souhaite une réunion avec vous à votre retour en France. Cet incident pourrait accélérer notre enquête sur les pratiques des compagnies aériennes. » Sophie, imperturbable, répondit « Merci, monsieur Dubois. J'ai déjà des données sur 4 incidents similaires cette année, je les partagerai avec vous. » Elle raccrocha, notant le nom du conseiller, consciente que cet appel donnait une portée politique à l'affaire, un levier supplémentaire dans un pays où les réformes passent souvent par les couloirs de Bercy ou de Matignon. Marie, impressionnée, murmura à son audience « Les gens, le gouvernement français s'en mêle maintenant, ça va loin. » Son live atteignait 15 000 spectateurs, avec des partages sur Twitter et Instagram, où les hashtags siège 3A et Justice and Vol commençaient à trender. Jacques Lefebvre, de son siège, envoya un message à son réseau de start-upers proposant une initiative pour financer des formations sur la diversité dans les entreprises françaises, inspirées par Sophie. Claire Beaumont, quant à elle, rédigeait un mémo pour proposer une collaboration avec la HALD, l'autorité française contre les discriminations, afin d'établir un précédent juridique. Antoine, le jeune Stewart, revenait avec le thé vert de Sophie, ajoutant timidement « Madame, je viens de banlieue, comme vous peut être. Ce que vous faites, ça donne de l'espoir. » Sophie lui sourit. « Continuez à être vous, Antoine, c'est déjà beaucoup. »« Yeah ?» Alors que l'avion approchait de Miami, Sophie demanda au capitaine « Organisez la réunion avec l'équipe dirigeante dès l'atterrissage. Je veux des propositions concrètes avant demain matin. » Le capitaine acquiesça, conscient que sa carrière dépendait de sa coopération. Élise, de son côté, s'approcha de Sophie. « Je m'excuse encore, mademoiselle Laurent. Je veux apprendre à faire mieux. » Sophie hocha la tête. « Apprendre, c'est le premier pas, Élise. Mais c'est l'action qui compte. » La superviseure Leclerc ajouta « Nous mettrons l'app en place, comme vous l'avez demandé. Et je m'assurerai personnellement que les plaintes soient traitées directement. » Sophie, satisfaite, referma son bloc-notes. « Bien, à Miami, nous commençons le travail. » La cabine vibrait d'une énergie nouvelle, comme si cet incident avait réveillé les consciences. Pierre, à l'arrière, écrivait une note sur son téléphone, un brouillon d'excuses qu'il espérait publier pour sauver sa réputation, mais il savait que le chemin serait long. Marie, épuisée mais galvanisée, continuait de filmer, son live atteignant 20 000 spectateurs. Jacques, Claire et Antoine, chacun à leur manière, se sentaient impliqués dans un moment historique, un de ces instants où
la France, confrontée à ces contradictions, peut choisir de changer. Sophie, au centre de tout, rouvrit son Figaro Magazine, mais ses pensées étaient ailleurs, déjà à Miami, où elle transformerait cet incident en un catalyseur pour une réforme durable, un écho aux luttes pour l'égalité qui, de Paris à Dakar, continuent de façonner le monde. L'avion d'Air Transatlantique amorçait sa descente vers Miami, les lumières de la ville scintillant au loin comme un tableau impressionniste sous un ciel crépusculaire. Dans la cabine de la classe affaires, Sophie Laurent, assise au siège 3A, referma son Figaro Magazine avec une précision méthodique, son esprit déjà focalisé sur la réunion imminente avec l'équipe dirigeante de la compagnie. L'incident avec Pierre Moreau, cet homme, qui l'avait accusé à tort d'occuper son siège, avait transformé le vol 447 en un microcosme des tensions sociales françaises où les idéaux républicains d'égalité se heurtent aux réalités des préjugés. La cabine, encore vibrante des murmures et des regards échangés, semblait suspendue dans une attente solennelle, comme une salle d'audience avant un verdict. Marie Dupont, l'étudiante en MBA à Aec, continuait son live TikTok depuis le siège 3B, son audience dépassant maintenant les 23 000 spectateurs, un phénomène qui aurait pu inspirer un article dans Le Monde sur la puissance des réseaux sociaux dans les luttes pour la justice. Les passagers, qu'ils soient cadres parisiens en costume sur mesure ou touristes américains en quête de soleil, semblaient conscients d'avoir assisté à un moment charnière, un de ces instants où l'histoire personnelle croise l'histoire collective, comme dans les récits de Sartre sur l'engagement individuel face à l'absurde. Dans la galerie de la classe affaires, Sophie s'assit face au capitaine Dupont, à la superviseure Leclerc et à l'agente Élise Moreau, qui, malgré son expérience de 20 ans, semblait secoué par sa propre complicité involontaire dans l'incident. Pierre Moreau, relégué à l'arrière de l'avion, sous la surveillance de 2 marshals aériens, était un spectre silencieux, son arrogance d'ancien élève de Polytechnique réduite à une humilité forcée, comme un personnage de Balzac confronté à la chute de ses illusions bourgeoises. Sophie ouvrit son bloc-notes, son stylo Montblanc, traçant des lignes avec l'assurance d'une stratège préparant une campagne. « Commençons par les faits, dit-elle. Sa voix aussi claire qu'un discours à l'école normale supérieure. Air Transatlantique a rapporté 847 millions d'euros de revenus le dernier trimestre. Le cours de l'action est à 17 euros. Ma firme, Méridien Investissement, contrôle 67% du capital, soit une valeur de 2 milliards. Une plainte pour discrimination, avec une vidéo virale comme celle-ci. Elle désigna le téléphone de Marie, toujours en train de filmer, pourrait coûter à la compagnie jusqu'à 380 millions en valeur boursière, sans parler des amendes potentielles du ministère des Transports. Sommes-nous d'accord ? Les 3 membres de l'équipage acquiescèrent, leur visage reflétant une gravité digne d'une réunion de crise à l'Élysée. Le capitaine Dupont, griffonnant des notes, demanda « Que voulez-vous que nous fassions, mademoiselle Laurent ?» Sophie, imperturbable, répondit « Une réforme totale. » Nouveau protocole contre la discrimination dans 30 jours, formation obligatoire sur les biais inconscients pour tout le personnel en contact avec les clients, une application pour signaler les incidents directement au conseil d'administration, opérationnelle dans 1 semaine, et des audits externes réguliers par des experts en droit civil. Ces mots, précis et incisifs, résonnaient comme une injonction ministérielle, un appel à réformer non seulement une compagnie, mais une culture. Élise, les yeux baissés, murmura « En 22 ans, j'ai vu peu de passagers noirs en classe affaires. J'ai agi par réflexe, et je m'en veux. » Sophie la fixa, sans colère, mais avec une fermeté qui rappelait les débats télévisés sur France 2, où l'on dissèque les failles du modèle républicain. « Élise, votre aveu est un début. Mais c'est pas seulement votre faute. C'est le système qui vous a appris à présumer. Nous allons le changer. » La superviseure Leclerc, d'origine antillaise, ajouta « Je m'assurerai que l'application soit prête. Et je veux participer à la rédaction des nouveaux protocoles. » Sophie hocha la tête. « Bien, vous commencez à comprendre l'enjeu. » À cet instant, son téléphone vibra à nouveau. Un appel du Bureau des droits civils du ministère des Transports français. « Mademoiselle Laurent, ici Jean-Marc Dubois, dit une voix autoritaire. Le ministre suit l'incident via les réseaux sociaux. Nous voulons une réunion à Paris pour discuter des implications pour l'ensemble de l'industrie aérienne. » Sophie,
sans perdre son calme, répondit « Je serai là. J'ai des données sur 4 incidents similaires cette année, tous documentés. Préparez-vous à une enquête approfondie. » Elle raccrocha, notant l'heure de la réunion, consciente que cet appel donnait une portée politique à l'affaire, un levier dans un pays où les réformes passent souvent par les arcanes du pouvoir. Marie, dont le live atteignait maintenant 30 000 spectateurs, chuchota à son audience. « Les gens, le ministère s'en mêle. Ça devient un scandale national. » Les commentaires affluaient, en français, anglais, espagnol, transformant l'incident en un débat mondial sur le racisme systémique. Jacques Lefebvre, l'entrepreneur tech du siège 4C, envoya un email à son réseau proposant une initiative pour financer des formations sur la diversité dans les entreprises françaises, un geste inspiré par Sophie et par les débats sur la responsabilité sociale qui animent les cercles parisiens. Claire Beaumont, l'avocate en droits humains du siège 5A, rédigeait un mémo pour la HALD, suggérant une enquête sur les pratiques des compagnies aériennes françaises, un document qui pourrait faire jurisprudence. Antoine Dubois, le jeune steward, s'approcha timidement avec un plateau « Votre thé vert, mademoiselle Laurent » et « Merci. Ce que vous faites, ça me touche. Je viens de Clichy-sous-Bois, j'ai vu trop d'injustices comme celle-ci. » Sophie lui sourit. « Antoine, continuez à parler. Votre voix compte. » Ce moment, capté par Marie, fit grimper son audience à 40 000, les spectateurs saluant la solidarité naissante à bord. À l'arrière, Pierre Moreau, isolé et surveillé, écrivait une lettre d'excuse sur son téléphone, un texte maladroit mais sincère, où il reconnaissait ses erreurs. « Je n'ai jamais voulu offenser, tapa-t-il, mais j'ai agi sous l'influence de préjugés que je n'avais jamais questionnés. » Il envoya le brouillon à son avocat, espérant limiter les dégâts à sa réputation, mais il savait que le chemin vers la rédemption serait long, un parcours typique des figures publiques françaises confrontées à leurs fautes dans l'ère des réseaux sociaux. Les marshals, impassibles, surveillaient. L'un d'eux, d'origine maghrébine, lui dit « Monsieur, en France, on parle d'égalité, mais il faut la vivre. Vous avez une chance d'apprendre, ne la gâchez pas. » Ce conseil, simple mais direct, résonnait comme une leçon tirée d'un essai de Frantz Fanon, une invitation à déconstruire les privilèges. L'avion atterrit à Miami avec 45 minutes de retard, un délai qui, dans la culture française, aurait déclenché des plaintes exaspérées, mais ici, les passagers semblaient absorbés par l'ampleur de l'incident. Sophie, escortée par la superviseure Leclerc, rencontra l'équipe dirigeante d'Air Transatlantique dans une salle de conférence de l'aéroport. Elle présenta un plan détaillé, audit mensuel, recrutement diversifié, et une campagne publique intitulée « Dignité en vol », inspirée par les valeurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. « Nous pouvons faire d'Air Transatlantique un modèle pour l'industrie », déclara-t-elle, son ton évoquant celui d'une Simone de Beaune infectieux-beauvoir devant un parterre de chefs d'État. Où nous serons traînés par les scandales et les procès. Les dirigeants, impressionnés, approuvèrent, promettant une mise en œuvre rapide. Marie, restée à l'aéroport, posta une mise à jour sur TikTok, atterrissage à Miami, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Suivez pour la suite. Son audience dépassait maintenant les 50 000, un phénomène qui aurait pu inspirer un documentaire sur Arte. 6 mois plus tard, les changements étaient palpables. À Paris, dans les bureaux haussmanniens d'Air Transatlantique, Sophie examinait un rapport trimestriel. Les plaintes pour discrimination avaient chuté de 89%, la satisfaction client avait grimpé de 34%, et le cours de l'action atteignait un record à 20 €. Sarah Kim, la nouvelle vice-présidente de la diversité et de l'inclusion, présenta les résultats. La politique Dignité en vol dépasse toutes les attentes. 0 incident viral depuis son lancement. Sophie, satisfaite, demanda « Et la formation sur les biais inconscients ?» 100% de conformité. 3 employés licenciés pour non-respect des standards, répondit Sarah. L'application de signalement, téléchargée 340 fois, fonctionnait parfaitement et des audits externes validaient les progrès. L'impact dépassait Air Transatlantique. 4 grandes compagnies européennes, dont Air France et Lufthansa, avaient adopté des politiques similaires, citant le modèle Laurent comme référence. Une alerte sur le téléphone de Sophie annonça Air Transatlantique nommée compagnie la plus inclusive par la Coalition européenne des droits civils. L'incident du siège 3A était devenu un cas d'école
étudié à Eck et à l'ENA, une leçon sur le leadership en temps de crise. Un jour, une visite inattendue interrompit Sophie dans son bureau. Pierre Moreau, vieilli, l'arrogance remplacée par une humilité fragile, entra. « Mademoiselle Laurent, je viens m'excuser, dit-il, sa voix tremblante. J'ai collaboré avec des associations comme SOS Racisme et donné des conférences sur les biais inconscients. J'ai perdu mon emploi après la vidéo, mais cela m'a forcé à me confronter à mes privilèges. » Il tendit une lettre d'excuse et proposa une donation de 50 € au fonds de bourse pour la diversité d'Air Transatlantique. Sophie lut la lettre, sincère et détaillée. « C'est un début, monsieur Moreau, mais les mots ne suffisent pas. Que faites-vous pour changer le système ?» Pierre redressa les épaules. « Je témoignerai devant l'Assemblée nationale lors des auditions sur la discrimination dans les transports. » Sophie esquissa un sourire. « Cela ressemble à ce dont nous avons besoin. » Marie Dupont, dont le TikTok comptait désormais 2-3 millions d'abonnés, avait transformé son compte en plateforme de journalisme social, collaborant avec des ONG comme Amnesty. Son documentaire, Le siège 3A, avait été primé à Cannes, un succès digne d'un film de Ken Loach. Élise Moreau, devenue formatrice en diversité, aidait ses collègues à reconnaître leurs biais, un chemin de rédemption inspiré par Sophie. Jacques Lefebvre lança un fonds pour la diversité dans les startups, et Claire Beaumont collabora avec la HALD pour établir des normes anti-discrimination dans l'aviation. Sophie, dans une interview sur France Inter, déclara « Le changement commence par une voix qui refuse de se taire, les histoires marginalisées ont le pouvoir de transformer. » Sa conférence TED, vue par des millions, résumait son credo. Parfois, le plus puissant est de ne pas bouger. Laissez les autres se révéler, documenter, et agissait avec stratégie. 2 ans plus tard, l'histoire du siège 3A était une légende. La vidéo de Marie, vue 47 millions de fois, inspirait des réformes en France et, au-delà, Air Transatlantique était devenu le standard d'or de l'inclusion, son protocole adopté par des entreprises d'autres secteurs. Sophie recevait des lettres de passagers, jeunes cadres noirs ou alliés blancs, racontant comment son courage les avait inspirés. Les histoires comptent, dit-elle dans une interview à Télérama, car elles transforment non seulement les individus, mais les systèmes. Le siège 3A n'était plus un simple numéro, mais un symbole de dignité et de justice. Un rappel que, même à 10 000 mètres d'altitude, l'égalité peut prendre son envol. L'histoire du siège 3A est plus qu'un incident à bord d'un avion. C'est une parabole moderne sur le courage et la justice, dans la grande tradition des récits français qui scrutent l'âme humaine, comme ceux de Camus ou de Sartre. Sophie Laurent, par sa retenue et sa stratégie, incarne une héroïne contemporaine, défiant les préjugés avec une dignité qui rappelle les combats de Simone Veil pour l'égalité. Cette histoire m'a profondément touché par sa capacité à révéler les biais systémiques, si familiers dans une France où l'idéal républicain d'égalité bute encore sur des réflexes discriminatoires. Elle nous enseigne que le silence peut être une arme puissante, mais seulement s'il est suivi d'une action réfléchie. Appliquée à la vie quotidienne, cette leçon nous invite à observer, documenter et confronter les injustices, qu'elles surviennent dans un bureau parisien ou un café de province. Comme Sophie, nous devons apprendre à utiliser notre voix avec stratégie, transformant les moments d'humiliation en opportunités de changement. Ce récit nous rappelle aussi l'importance de la solidarité, comme celle de Marie ou de Jacques, dans une société où l'indifférence est trop souvent la norme. Si cette histoire vous inspire, donnez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde plus juste.